Salut, c'est Thomas Rozek. Depuis la fin du mois de février, un mouvement de protestation inédit a vu le jour en Algérie. Toutes les semaines, dans les rues, jeunes et moins jeunes défilent pour demander une refonte du système politique et le départ des élites héritées des luttes d'indépendance qui, selon les manifestants, n'ont fait que remplacer un système d'inégalité par un autre. Alger, évidemment, est au cœur de ce mouvement qui a déjà poussé le président Bouteflika à la démission. Et la ville, à cette occasion, renoue avec un passé lointain, un peu oublié, celui de son histoire révolutionnaire. Car dans les années 60 et 70, Alger fut la capitale symbolique de tous les mouvements indépendantistes, des révolutionnaires africains aux guérilleros sud-américains, en passant même par les autonomistes basques ou québécois. Tous ont convergé vers Alger. Alors faut-il voir dans les luttes d'aujourd'hui un retour de celles du passé ? C'est la question qu'on va se poser avec cet épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Ici Alger, RTF. Tension accrue à Alger ce soir, au point que l'on entend des détonations et des coups de feu à travers la ville à l'heure où je vous parle. Après les rassemblements pacifiques de la fin de matinée, les manifestants rassemblés au pied du monument aux morts face à la Grand Poste ont reçu peu à peu des renforts venus des quartiers périphériques. Vers 15h, on pouvait évaluer leur nombre à 8000 environ. L'un des groupes révolutionnaires qui, dans le monde, a fait exister l'Alger en lutte, ce sont les Black Panthers, mouvement d'extrême gauche afro-américain dont le siège international a un temps été en Algérie. Les Black Panthers, ils sont au cœur d'une série de podcasts produits par Binge Audio pour la plateforme Sibel qui s'appelle Mon parrain Black Panther, où Jessica Gordon-Bray raconte la vie de George Brown, son parrain, donc militant des Panthers. Quel rapport avec Alger ? Eh bien justement, George Brown y a vécu avec les Panthers dans ce bouillonnement révolutionnaire que je décrivais à l'instant, un bouillonnement au sujet duquel nous avons interrogé le sociologue et militant Saïd Bouamama. Alors l'Algérie des années 70 est une Algérie qui est encore sous l'impulsion des espoirs de la guerre de libération nationale, qui n'était pas simplement une guerre pour faire sortir le colonialisme français, mais une guerre qui portait en elle-même tous les espoirs du tiers-monde, puisqu'était posée la question de la réforme agraire, la question de l'accès à l'éducation, la question de la lutte contre le colonialisme. Bref, un grand projet émancipateur et au-delà des divergences politiques, il y avait un souffle particulièrement important, à la fois au niveau du gouvernement qui ne pouvait pas ne pas en tenir compte, mais et surtout de la population, et donc avec un espoir énorme que la sortie du colonialisme signifie la sortie également de la misère, de la pauvreté, de l'analphabétisme, etc. Ça, c'est le premier, c'est le socle. La guerre de libération apportait tous ces espoirs sociaux, tous ces espoirs d'émancipation. C'est également Alger de l'époque, l'Algérie de l'époque, c'est également une Algérie qui est engagée dans le soutien à toute la lutte de libération nationale. On est là dans un second souffle, qui est le souffle de la tricontinentale, cette grande réunion qui a eu lieu à Cuba en 1966 et qui a réuni à la fois ceux qui se battaient les armes à la main contre le colonialisme en Afrique, en Guinée-Bissau, en Afrique du Sud, en Angola, etc., avec des gouvernements progressistes du tiers-monde qui avaient accédé à la dépendance et qui voulaient se battre pour l'indépendance économique, et également les militants révolutionnaires d'Amérique latine, Che Guevara, Castro et tous les mouvements de libération en Amérique latine. Ce grand souffle de la tricontinentale portait un projet d'émancipation mondiale en s'appuyant sur le tiers-monde comme force principale. Et Alger était un des pôles de ce projet tricontinental et donc accueillait en son sein tous ceux qui étaient opprimés, réprimés ou qui avaient simplement besoin d'un espace pour construire leur résistance politique. C'est pour cela que Alger d'époque était considérée comme la Mecque des révolutionnaires. C'est la belle phrase du révolutionnaire guinéen Amilcar Cabral qui disait les chrétiens vont au Vatican, les musulmans vont à la Mecque et les révolutionnaires vont à Alger. Alger de l'époque symbolise ce tiers-monde tentant de s'émanciper. Alors les Algériens à l'époque sont dans cette dynamique, c'est-à-dire on est dans les années 70, c'est-à-dire qu'on est très proche de la guerre de libération nationale. On est très proche également, on vit encore les séquelles de ce qu'est le colonialisme, et donc la dimension du racisme qui a été le colonialisme est incompréhensible sans sa dimension raciste. La dimension du racisme
parle beaucoup aux Algériens, la dimension anticoloniale parle beaucoup aux Algériens, la dimension de la lutte armée parle beaucoup aux Algériens. Et donc pour le peuple algérien, la lutte guinéenne, d'Afrique du Sud ou des Black Panthers parlent immédiatement comme faisant partie de leur propre lutte, comme étant la poursuite de leur propre lutte. Et donc du côté du peuple algérien, on n'a pas une coupure avec cet accueil des révolutionnaires du monde entier. Au contraire, on sent une sympathie extrêmement importante. En témoignent par exemple les images qu'on peut voir sur le Festival panafricain d'Alger en 1969, dans lequel on voit tout un peuple accueillant les délégations du monde entier. Et c'est vraiment une liesse populaire pour les accueillir. Et on sent là qu'il y a une osmose entre ceux qui se battent ailleurs et le peuple algérien qui vient de se libérer. À l'inverse, objectivement, la lutte de libération du peuple algérien a été une lutte qui a eu une importance fondamentale dans la décolonisation. Et c'est ce qui explique l'image, la place que va prendre l'Algérie dans l'imaginaire des militants partout dans le monde, partout dans le tiers-monde. Sur les Black Panthers à Alger, il faut inscrire ça dans ce que j'appelais tout à l'heure le souffle tricontinental. C'est-à-dire que ça n'est pas la première fois où la question des Noirs états-uniens est posée dans ce cénacle, dans ce regroupement de ceux qui veulent changer le monde. L'Afrique continentale, par exemple, donc qui regroupe des centaines et des centaines de représentants de mouvements de libération, de mouvements de guérilla, de l'ensemble du tiers-monde, qui normalement étaient limités à l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Il y a des représentants du mouvement noir états-unien. Et les résolutions qui sont prises, c'est de les considérer comme faisant partie intégrante de la lutte du tiers-monde, c'est-à-dire d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, alors qu'ils se situent aux États-Unis. Et donc cette exception géographique qui est faite indique que la lutte des Noirs aux États-Unis est considérée comme faisant partie intégrante de la lutte tiers-mondiste. Ensuite, toutes les réunions, toutes les résolutions qui vont avoir lieu portant sur le colonialisme et le néocolonialisme ont toujours intégré la question des Noirs états-uniens et plus largement la question de la diaspora et des immigrations, y compris pour les pays d'Europe, etc. Et donc la lutte des Black Panthers n'apparaît pas comme une lutte séparée de ce qui se passe ailleurs, elle est perçue comme étant un morceau, un moment de la lutte générale du tiers-monde contre la domination. Et c'est ce qui va expliquer que naturellement les mouvements à Alger vont se retrouver et des mouvements de libération africains. Je pense au PAIGC de Guinée, je pense au MPLA d'Angola, etc., qui ont tous leur siège à Alger. Mais bon, on va aussi avoir des représentants, donc un siège des Black Panthers qui va s'installer et qui va être considéré comme étant des camarades de lutte, de la même lutte. Alors, ils sont à Alger particulièrement appréciés et reconnus, tout simplement parce qu'ils sont considérés comme étant au cœur de la bête, comme étant au cœur de l'impérialisme le plus puissant, celui qui a les moyens de faire des coups d'État, celui qui a les moyens de dominer et qui en réalité est celui qui dirige l'ensemble des autres pays impérialistes. Et donc les Black Panthers apparaissent en quelque sorte comme ceux qui mènent la lutte la plus difficile, la plus dangereuse, puisqu'ils sont au cœur même du bastion qui opprime le reste du monde. Voilà pourquoi les Black Panthers vont vraiment être accueillis et soutenus pour pouvoir continuer leur combat. Parmi celles et ceux qui justement les accueillent, il y a une militante, Elaine Moktefi. Elle est américaine, elle est née en 1928 à New York, elle est francophone, amie du penseur martiniquais Frantz Fanon, et elle s'est prise de passion pour la lutte algérienne. Elle a rejoint les rangs du FLN, le Front de Libération Nationale. À Alger, elle est chargée de l'accueil des militants internationaux. Elle a raconté tout ça dans son livre « Alger, capitale de la Révolution » aux éditions de La Fabrique. Il se trouve qu'Elaine, elle réside toujours une partie du temps en Algérie, où je l'ai appelée pour qu'elle nous raconte cette période qui trouve ses racines avant même la fin de la colonisation française. Avant l'indépendance, l'Algérie avait formé des militants et des guerriers pour le mouvement africain de lutte pour leur indépendance. Et après, ils ont tout simplement continué cette politique. Après l'indépendance, ils ont permis plein d'organisations à travers le monde, pas seulement d'Afrique,
mais à travers le monde, les organisations contre les pays fascistes, les mouvements de guérilla contre les maîtres coloniaux, etc. Tout le monde pouvait venir ouvrir les bureaux. Le gouvernement algérien, à partir de 1962, les a aidés en leur donnant les bureaux, les moyens de communication et de formation. Formation en tant que militants, activistes, guerrieros, politiques, etc. Est-ce qu'ils communiquaient entre eux, ces groupes? Est-ce qu'ils interagissaient entre eux ou est-ce que chacun était dans ses dossiers, chacun de son côté? Entre eux, ils partageaient les informations, parfois ils partageaient les interviews, etc. Ils ont aussi, par exemple, je sais que les Panthères Noirs, par exemple, formaient des gens, montraient comment utiliser des armes à des gens qui étaient de langue anglaise en général et de l'Afrique du Sud, etc. Ils essaient de s'aider, beaucoup de gens coopéraient avec les Palestiniens, les Vietnamiens, etc. Et parmi ces militants, donc, les Black Panthers. En l'occurrence, le premier à rejoindre Alger, ce sera Eldridge Cleaver, le porte-parole du groupe qui a fui les États-Unis en 1968. Après être passé par le Mexique et Cuba, Cleaver atterrit donc en Algérie. Et j'ai demandé à Hélène Moktefi, qui l'a accueilli sur place, pourquoi il avait choisi la capitale algérienne. D'une certaine manière, c'est les Cubains qui l'ont suggéré. Et ils l'ont convaincu que c'était, il serait plus libre à Alger avec tous les représentants du mouvement de libération qui étaient déjà installés dans la ville. Il serait plus libre là qu'ailleurs pour mener le combat des Panthères Noirs. Et s'ils voulaient trouver un endroit idéal pour pouvoir mener sa campagne pour les Panthères Noirs, c'était une ville idéale. Qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement à Alger, les Panthères Noirs, le Black Panther Party? Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Et c'était très, très bien organisé. Et menaient leur bureau un peu comme à l'armée. C'était avec des ordres de jour tous les jours pour chacun, etc. Chacun avait des tâches. On écrivait des communiqués de presse, on contactait les autres organisations de libération qui étaient sur place. Ce qu'il faut se rappeler, c'était en 1970 à peu près. Et à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Il fallait téléphoner aux États-Unis pour, si on voulait contacter quelqu'un. Envoyer des lettres, ça pouvait prendre un mois. La communication était extrêmement difficile à l'époque. L'une des particularités de ce passage des Panthers en Algérie, ce sont les détournements d'avions. Il y en a eu au moins 2 depuis les États-Unis à destination d'Alger. Dans le second, le plus connu, en 1972, se trouvaient 5 militants, dont George Brown, que j'évoquais tout à l'heure et qui est au cœur du podcast Mon parrain Black Panther. À bord de l'avion, $1 million de rançon récupérés en échange des passagers. Un mode opératoire déjà utilisé une première fois, quelques temps auparavant, lors d'un premier détournement d'avion auquel Hélène Moktefi a assisté. Pour le premier avion, c'était un jeune couple. C'était un jeune noir américain, le déserteur de l'armée américaine au Vietnam, et son amie blanche. J'étais sur le tarmac quand l'avion est descendu. L'avion avait été annoncé. Le FLN, la section Mouvement de Libération, nous a demandé d'être présents à l'aéroport. Et nous avons vu descendre l'avion, on a vu descendre ce jeune couple. Il était habillé avec un uniforme de l'armée américaine. Un peu râpé, un peu vieux jeu, quoi. Et à côté de lui était une jeune femme blanche. Les autorités algériennes étaient en bas de l'escalier de l'avion et puis ils ont pris en main l'argent et c'est la dernière fois qu'on a vu l'argent. Ça a beaucoup ennuyé
les banquiers qu'ils n'avaient pas accès à l'argent. Les Algériens ont estimé qu'il fallait rendre l'argent parce qu'autrement, Alger aurait été coupé du monde international complètement. C'était pas possible. Donc, ils ont de l'argent les deux fois. Cette histoire révolutionnaire, elle va peu à peu s'éteindre jusqu'à tomber quasiment dans l'oubli, en dehors en tout cas des cercles militants. Alors que reste-t-il aujourd'hui de ce passé agité ? Et surtout, qu'est-il arrivé entre-temps ? On a posé ces questions à notre premier invité, Saïd Bouamama. Entre-temps, il y a eu plusieurs décennies dans laquelle il y a eu ce qu'on a connu dans d'autres pays africains, c'est-à-dire on a eu les plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international, on a eu l'apparition d'une bourgeoisie qui était très en lien avec les anciennes puissances coloniales, on a eu toute une série de transformations qui sont venues affaiblir ce souffle anticolonial. Il reste cependant dans la culture populaire, dans les réflexes. On l'a vu lors des manifestations où des pancartes panafricaines sont ressorties alors qu'on pensait que c'était une opinion qui avait disparu en Algérie, on essaye de nous faire croire. Il reste un héritage culturel, un héritage politique de se sentir, de ne pas découper la solution pour le peuple algérien de la solution pour le reste du tiers-monde. Bref, il y a un héritage anti-impérialiste qui subsiste, qui est moins organisé qu'à l'époque, qui est moins visible qu'à l'époque, mais qui réapparaît dans les moments où le peuple se met en mouvement comme aujourd'hui. Donc cet héritage-là est un signe pour moi d'espoir, parce que tout simplement ça indique que rien ne disparaît jamais et que, comme toute l'Afrique aujourd'hui, l'Algérie a besoin de retrouver la dimension de la solidarité interafricaine, parce que face à la domination, qui est toujours celui d'un système de domination européen et états-unien, et bien face à cela, le rapport de force nécessite une logique panafricaine qui était portée à l'époque par tous ces mouvements. Mais vous savez, c'est pas typiquement algérien. En réalité, si on regarde de près, on a le retour de la tricontinentale dont j'ai parlé tout à l'heure. On a des mouvements massifs en Amérique latine. On a le Soudan, l'Algérie, le Burkina il y a peu de temps, il y a quelques années. On a une prise de conscience anticoloniale au Burkina, au Mali, etc. Des manifestations contre le franc CFA. C'est chose inimaginable il y a encore une dizaine d'années, etc. L'exigence de sortie du franc CFA, de sortie des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, etc. Bref, l'Afrique est de nouveau secouée par une nouvelle génération anticoloniale, et ça indique tout simplement que le lien de filiation avec la période précédente n'est pas coupé. Ceux qui défilent à Alger, au Soudan, au Burkina, etc., sont les héritiers de la génération qui ont formé les Black Panthers, qui ont formé les Nuits de Libération Nationale. Et donc, il y a comme un réveil, comme un retour. Et on le voit d'ailleurs dans ce qui est affiché comme pancarte. Ce qui est caractéristique au Soudan, en Algérie, au Burkina, etc., c'est qu'on revoit revenir les figures. On a des pancartes avec Malcolm X, on a des pancartes avec Sankara, on a des pancartes avec Ben Mehdi en Algérie. Bref, tous ceux qui ont porté ces espoirs de sortie du colonialisme, comme si aujourd'hui on se battait pour une seconde indépendance. En gros, c'est comme si le projet ne s'était pas arrêté. Look at what happened to Bobby Seale in Chicago. How the pigs bound and gagged him, shackled him like a slave. But we have to blow their game, and we have to take advantage of every opportunity to strike a blow against this system. Et pour revivre dans le détail l'itinéraire d'un de ceux qui ont participé à cet essor révolutionnaire international, il faut évidemment écouter le podcast Mon parrain Black Panther de Jessica Gordon-Bray et Quentin Bresson. L'intégralité des épisodes est à retrouver sur la plateforme Sibel à partir du 11 novembre. Merci à Hélène Moktefi et Saïd Bouamama pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Victor Dubin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.